Bienvenue pour cette session. On appelle ça maintenant les Agora. Donc, bienvenue à l'Agora. Le principe, c'est d'accueillir la communauté de la Maison de la Cosmétique et puis les personnes qui sont intéressées par les thèmes à des sessions d'information et d'échange sur des thèmes au-delà de la cosmétique qui concernent les entrepreneurs et le porteur de projet, et qui concerne aussi la société et les interactions que doivent avoir ces entrepreneurs avec leurs partenaires financiers et autres. On va au-delà de la cosmétique, mais c'est toujours quelque chose qui va servir le projet. Et on a choisi de commencer avec le financement participatif. Ainsi, vous avez eu des réunions avec We Do Good, KissKissBankBank et Ulule. Et on a choisi aussi de contacter la Zest, d'abord Zest et la Nef il y a quelques temps, parce que c'est un acteur moins connu, mais qui a aussi un impact important et qui est actif dans le financement participatif. Donc, je vais passer la parole à Aurélie Dejoie et à Antoine Hautement pour se présenter. Aujourd'hui, le thème du jour, alors ça va faire appel à plein de mots qu'on utilise beaucoup. Alors, la coopérative, vous entendez beaucoup parler de coopérative ces temps-ci par notre projet. Et on va parler aussi de finance et d'éthique. On va voir quel est le lien entre les deux et voir s'il y a des outils financiers qui peuvent être en cohérence avec nos valeurs. Pour certains, c'est se tirer les cheveux. Et pour d'autres, ça a du sens et c'est cohérent. Et donc, je vais passer la parole à Aurélie et Antoine pour mieux nous en parler. Bienvenue et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup, merci pour cette intro et merci à toutes et tous d'assister à ce petit atelier, cet agora du coup. Alors, effectivement, aujourd'hui on est là pour vous parler finance éthique. La Nef est un acteur assez important dans le domaine de la finance éthique et pour ça Antoine est là pour vous en parler. Du coup, on s'est dit que, et moi je suis là pour vous présenter Zest, sa plateforme de financement participatif. Et puisque vous avez déjà eu plusieurs ateliers sur le financement participatif, j'imagine que vous êtes tous des super professionnels. Du coup, nous, on va vous présenter nos spécificités, ce qu'on peut vous offrir, le choix qui s'offre à vous, en fait, et puis répondre à toutes vos questions. Du coup, pour ça, on s'est dit que la formule qui pourrait s'adapter, ce serait qu'on vous demande de faire un tout petit tour de table parce que nous, on va beaucoup parler, mais du coup, si on a une petite présentation de votre projet, de qui vous êtes, ça va aussi beaucoup nous aider à orienter un petit peu ce qu'on va dire par la suite. Et donc, si vous voulez bien être très, très concis, histoire qu'on ne rogne pas trop sur le temps de cet atelier, ce serait top. Alors, on s'est dit qu'une petite minute par personne pour nous indiquer ce qu'est votre projet et une toute petite minute supplémentaire aussi pour nous indiquer si jamais vous avez déjà une idée des besoins financiers que vous pourriez avoir et en gros où vous en êtes dans votre projet, savoir s'il est déjà bien avancé ou si au contraire vous êtes vraiment en cours de préparation et que rien n'est lancé. Ça aussi, ça nous aide beaucoup à calibrer un petit peu ce qu'on va vous raconter par la suite et à répondre à vos questions après. Du coup, puisqu'on est, vous êtes à peu près 10, si on fait 2 minutes max par personne, ça nous fait déjà 20 minutes. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut passer très, très vite. Donc, n'hésitez pas à être très, très concis ou concise. Et puis, dans la foulée, Antoine va vous présenter la Nef autour de 20 minutes, quelque chose comme ça. Moi, je vous présenterai Zest, 20 minutes aussi à peu près. Et après, on aura un temps d'échange questions-réponses. Et normalement, si tout va bien, à 12h30, vous pourrez partir manger tranquillement. Voilà. Alors, j'ajoute que la session, elle est normalement enregistrée. Je vais juste interrompre l'enregistrement si ça vous va. Comme ça, vous pourrez peut-être échanger plus librement entre nous et je reprendrai l'enregistrement pour la présentation. Est-ce que ça vous convient? On fait comme ça? Très bien. Allez, parfait. je suspends. Ok. Bon, on va pas signer les contrats tout de suite pendant le Zoom, mais en tout cas, avec Aurélie, on va vous présenter la partie financement bancaire. Du coup, pour ma part, parce que moi je suis conseiller professionnel à la Nef, je travaille sur certains territoires en Île-de-France.
et j'accompagne les professionnels sur leurs besoins de financement sous forme de prêts bancaires. Et puis, elle, Aurélie, bon, comme l'a dit tout à l'heure, on travaille sur la partie financement participatif de Zest. Alors, je vais vous partager mon écran pour une présentation sur la partie nef, donc la partie bancaire. Alors, est-ce qu'une personne au moins peut me dire si c'est bon pour l'écran, qu'elle le voit bien? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, impeccable. Donc, du coup, la nef, brièvement, pour un petit historique, et aussi sur les spécificités, puisque donc, la nef est un établissement bancaire, mais avec des spécificités, et c'est là-dessus qu'il est important de revenir. Premièrement, alors tout à l'heure, vous parlez de coopérative. La nef est une coopérative financière, une coopérative d'usagers qui regroupe les usagers de la nef qui sont à la fois les épargnants et les porteurs de projets, les professionnels, avec un fonctionnement qui est un fonctionnement, je dirais, assez pas traditionnel, mais qui est le fonctionnement originel d'un établissement bancaire, c'est-à-dire d'être un intermédiaire entre, d'une part, des particuliers qui ont de l'épargne et, d'autre part, des professionnels qui ont un besoin de financement. Et donc, le fonctionnement assez, je dirais, basique de la nef, c'est de la collecte de cette épargne sous forme de livret. Aujourd'hui, alors livret principalement, il y a des comptes courants qui existent aussi, et c'est aujourd'hui entre 25 000 et 30 000 épargnants en France. Et moi, en tant que conseiller professionnel, mon travail, c'est d'utiliser cet argent-là pour accompagner financièrement des professionnels. Et là, une des spécificités de la nef, c'est que ces professionnels qui sont financés ne sont que des professionnels qui ont une activité à plus-value environnementale, sociale ou culturelle. C'est les trois grands groupes type d'activité que la nef accompagne, et avec une entrée du coup qui est exclusivement vis-à-vis de l'activité. Donc tout type de statuts juridiques sont accompagnés, que ce soit des sociétés commerciales, des associations, des coopératives, des fondations. Le statut importe peu, mais c'est bien l'impact de l'activité qui va nous intéresser, avec un principe qui est essentiel dans le fonctionnement de la nef, c'est la transparence, puisque la totalité des professionnels qui sont financés chaque année apparaissent sur une liste des structures financées tous les ans, qui est accessible sur notre site. On en fait aussi un joli document papier, et donc dans lequel on indique les structures financées, leur activité, le montant de prêt dont elles ont bénéficié, où est-ce qu'elles sont situées, pour que tous les épargnants de la nef puissent savoir comment est-ce que leurs fonds ont été utilisés, et puissent même savoir qu'à proximité de chez eux, telle structure a été financée par une partie de leur épargne. Et c'est en ça où on travaille aussi à mettre en avant une partie des professionnels que l'on accompagne, pour que à la fois les épargnants, mais aussi les sociétaires, parce que je sais que la nef est une coopérative, puissent je dirais peut-être décider de leur consommation, en tout cas sur certains produits. Donc là, les piliers de la nef et qui font sa spécificité par rapport aux banques traditionnelles, c'est le financement uniquement de structures à plus-value environnementale ou sociale ou du milieu culturel. Et parmi ces critères-là, l'importance, l'attention que vous mettez, vous, dans le choix des produits sourcés, des matières premières sourcées, de la qualité des produits qui sont commercialisés, rentre tout à fait dans le type de structure que la nef accompagne. D'ailleurs, on a déjà accompagné des structures dans le milieu du cosmétique. Je pense notamment à Eau-Lution, si certains d'entre vous connaissent, sur l'île de France, qui est une marque de cosmétiques qui porte une attention très spécifique sur ces matières premières, qui existe depuis une petite dizaine d'années, un petit peu moins, et qu'on avait accompagné sur le développement de son activité. Donc, voilà, je sais qu'on a accompagné. Pardon Antoine, juste pour que tu masques la barre en bas, je t'avais envoyé un petit message juste.
Tu ne l'as pas vu, voilà, il faut que tu masques. Voilà, super, c'est parfait. Merci. Et je sais qu'on a accompagné d'autres marques de cosmétiques également en France. Voilà, sur le territoire parisien, je pense que c'est peut-être celle, en tout cas, qui est la plus représentative. Et donc, pour la nef, donc, ça, je parlais de donc, le financement de structures à plus-value environnementale, sociale ou culturelle, la transparence sur l'utilisation des fonds, et puis cette position d'intermédiaire entre épargnants et porteurs de projets, ce qui est un fonctionnement je dirais, non conventionnel, puisque les banques traditionnelles, elles, ont un fonctionnement très poreux avec le marché financier, sur lesquels elles empruntent au travers des marchés interbancaires. Et donc, le fonctionnement spécifique de la nef fait qu'il y a un fonctionnement un petit peu en circuit fermé de l'argent, voilà, qui permet de tracer au plus près les fonds qui sont déposés à la nef. Pour vous donner une petite ordre d'idée sur les structures qui ont été accompagnées, alors ça date de 2019. On a accompagné principalement des structures du milieu, enfin avec un impact plutôt écologique, que ça soit notamment toute la filière bio, de la production jusqu'à la distribution, et puis les énergies renouvelables. Une certaine, voilà, dans le milieu social, notre deuxième secteur qu'on accompagne le plus, avec là des activités très diverses qui peuvent être tant de crèches coopératives, on parle là en dessous de logements sociaux. On a accompagné il y a peu de temps un très beau projet de maison partagée de personnes atteintes d'Alzheimer. Donc voilà, ça c'est en tout cas un domaine assez large. Et puis sur le milieu culturel, alors on voit que c'est un petit pourcentage. Déjà, ça varie fortement suivant les territoires, et puis c'est surtout parce que les pourcentages présentés sont en montant de prêt, et ce sont les structures culturelles qu'on accompagne. On les accompagne sur des petits montants, mais en termes de nombre de structures accompagnées, c'est un niveau plus important. Voilà, donc la nef existe depuis 42 ans aujourd'hui. Alors d'abord, c'était sous forme associatif, et puis aujourd'hui sous forme de société financière. Et c'est plus de 8000 entreprises et associations. Alors c'est un peu même réducteur, parce que je sais qu'il n'y avait pas que des entreprises et des associations qui ont été accompagnées, mais aussi d'autres statuts juridiques, même si c'est une minorité. En tout cas, 8000 structures qui ont été accompagnées depuis la création de la nef aujourd'hui. Et alors, pour vous parler de quelle manière est-ce que la nef accompagne les professionnels, c'est la partie la plus intéressante aujourd'hui à aborder avec vous. D'une part, les professionnels peuvent épargner à la nef. Alors, c'est les solutions d'épargne proposées pour les professionnels sont uniquement pour les clients qui sont déjà clients de la nef. Et ces clients-là, c'est des clients qui sont venus emprunter. Voilà, l'emprunt, c'est le principal outil financier de la nef, le principal service. Aujourd'hui, la nef accompagne les professionnels principalement au travers du financement et n'est pas encore tout à fait une banque du quotidien. C'est-à-dire que le compte professionnel qui existe aujourd'hui à la nef, qui est mis en place pour tous les professionnels qui viennent emprunter à la nef, est un compte courant sur lequel il n'y a pas encore de carte bancaire. Alors, vous avez tous les services pour les professionnels qui sont associés à ce compte courant-là, en ligne, tous les services en ligne, pardon, mais néanmoins, il n'y a pas encore de bancaire qui est associé. Alors, c'est un projet de développement de moyen terme. Néanmoins, on est conscient que sans carte bancaire, aujourd'hui, il est compliqué d'utiliser un compte courant pour tous ces besoins du quotidien. Donc, aujourd'hui, en tout cas, la nef accompagne sur les besoins de financement, assez peu du coup sur la partie quotidien, ce qui fait que les professionnels qui sont accompagnés par la nef sur la partie du financement ont un autre compte courant dans un autre établissement bancaire pour tous ces services-là du quotidien, notamment la carte bancaire. Et donc, sur la partie du financement, qui est l'activité principale de la nef intervient à la fois sur de la création d'activités comme sur du développement, avec des outils de financement bancaire traditionnels, donc sous forme de prêts, soit ça peut être du prêt court terme pour les structures qui ont des besoins de financement de TVA ou d'avance de subventions. Ça peut être du prêt moyen terme pour tout ce qui va être de vos besoins d'investissement, à la fois dans du matériel, mais aussi, et ça c'est une
spécificité de la nef, le financement de BFR et de trésorerie. Donc, il est possible de financer par de l'emprunt, du stock, de financer de la trésorerie pour le démarrage, pour le développement de l'activité, avec du coup un positionnement de la nef qui est de dire bon, bah, quels sont vos besoins en termes de financement et qu'est-ce qui est déjà financé par par de l'apport, par une campagne de financement participatif, par des associés, et qu'est-ce qui n'est pas financé, et est-ce que ce qui n'est pas financé peut être financé par de l'emprunt bancaire, et ce, quel que soit l'objet du financement, c'est-à-dire est-ce que c'est de la trésorerie, est-ce que c'est du stock, est-ce que c'est des investissements. Donc ça, voilà, c'est une spécificité qui est intéressante. Aujourd'hui, les banques traditionnelles financent assez peu, voire pas du tout, la partie trésorerie et BFR. Et dans vos activités, alors vos activités, je généralise, mais en tout cas dans les marques de cosmétiques, il est souvent courant d'avoir un besoin de stock au démarrage. Donc, c'est des choses qui, enfin, démarrage ou au développement, et qui peuvent être prises en charge par du prêt bancaire à la nef. Pour cibler un peu plus sur la partie activité, sur vos activités, alors le lever du financement bancaire, je parle en création d'activités sur des marques de cosmétiques est pas toujours évident, notamment parce que la commercialisation peut se faire via Internet ou via des distributeurs, et du coup donne assez peu de visibilité sur les possibilités de vente des produits. C'est en ça où les campagnes de financement participatif sont souvent une bonne manière de tester l'activité, tester l'intérêt du public sur ces produits, et d'avoir déjà au moment d'aller voir un établissement bancaire pour de l'emprunt, je dirais des gages sur l'intérêt du produit en question et de la capacité de commercialisation. Donc, l'emprunt bancaire peut intervenir en démarrage d'activité. Je dirais qu'il est toujours, en tout cas, intéressant d'avoir déjà un test d'activité avant de solliciter l'emprunt bancaire, qui, je dirais, peut être mis en place à partir du moment où il y a une certaine garantie de distribution des produits. Donc, cette garantie-là, ça peut être la campagne de financement participatif, comme ça peut être des engagements de distribution sur certains espaces en ligne ou espaces physiques. Donc voilà, en tout cas, pour donner un petit peu le timing et le timing sur le financement bancaire, en sachant qu'on travaille de manière très régulière avec des partenaires sur la partie du financement. Et peut-être que vous connaissez les réseaux France Active ou Initiative France, avec lesquels on est assez proche, notamment France Active, parce que c'est en termes de philosophie, c'est un réseau qui est assez proche de la nef, puisqu'il accompagne exclusivement ce qu'ils appellent des entrepreneurs engagés. Et un problème de connexion. Ouais, on dirait qu'il a été déconnecté. Je pensais que c'était chez moi, mais il semblerait que ce soit chez lui, c'est ça, hein? Oui. Okay. Allez. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, je lui aurais bien dit merci, mais on lui dira ça tout à l'heure. Alors, je vais partager mon écran parce que moi aussi, j'ai ma petite présentation. D'ailleurs, les deux vous seront envoyés par la suite. On va les transmettre à la maison des cosmétiques qui vous les transférera à son tour, parce que nous, on n'a pas d'adresse mail. Hein. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Avec notre superbe logo qui n'avait pas été mis à jour sur la présentation de mon collègue? Le service com ne va pas être content.
Hop. Et moi, du coup, il y a eu une coupure Internet de mon côté. Ah, Antoine, pardon. Alors, du coup, j'allais enchaîner. Est-ce que tu veux reprendre ta présentation plutôt? Alors, j'avais quelques mots à rajouter. Peut-être pas la peine de remettre mon slide. Tu peux laisser ton Ok. écran. Mais pour faire la transition aussi avec Zest, je parlais des outils de financement, en tout cas côté bancaire. Pour peut-être vous dire, si vous souhaitez solliciter la nef, comment faire sur la partie du prêt bancaire. Donc, d'une part, moi, je vais vous transmettre mes coordonnées dans la présentation qui va vous être envoyée. Comme je vous disais, moi, je travaille sur un certain territoire en Île-de-France. Donc, si à ce moment-là, vous êtes situé sur un autre territoire, je vous mettrai en relation avec mes collègues en charge de la commune sur laquelle vous êtes implanté. On intervient sous forme de prêt bancaire à partir de 50 000 euros. Alors, on est conscient que c'est un montant qui peut être important, notamment pour de la création. Alors, tout à l'heure, je parlais de partenaires. Alors, j'ai vu que ma caméra s'est éteinte à un moment. Je pense que c'est le moment où ça a dû s'arrêter dans ce que je disais. Et je sais que je parlais des partenaires France Active, Initiative France, avec lesquels, lorsque vous êtes auparavant accompagné par eux sous forme de financement, sur lesquels on peut intervenir sur des prêts bancaires moins importants à partir de 15 000 euros. Donc, si vos besoins en termes de prêts bancaires sont inférieurs à 50 000 euros, alors à ce moment-là, je vous encourage à aller voir les réseaux France Active et Initiative France pour aller mobiliser ces partenaires-là sur le financement et puis ensuite venir nous voir sur la partie prêt bancaire. Enfin, n'hésitez pas à venir nous voir avant d'ailleurs, comme ça nous permet d'échanger déjà au préalable. Et en termes d'autres outils de financement, bien évidemment, il y a le financement participatif, donc qui est porté par Zest. Et donc, je laisse la parole à vous pour cette partie-là. Et si jamais il y a des questions, on avait prévu un temps après la présentation d'Aurélie, donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Oui, effectivement, il y aura un temps d'échange questions-réponses dans la foulée, donc n'hésitez pas à prendre des petites notes et puis on pourra voir tout ça ensemble juste après. Alors, le lien entre la nef et Zest, c'est assez simple. Zest appartient à 100% à la nef. La plateforme a été lancée en 2014 sur la demande de plusieurs de nos emprunteurs. Ils sont venus nous voir en nous indiquant qu'ils cherchaient un partenaire financier aussi sur le financement participatif en plus de leur prêt bancaire et qu'ils cherchaient à avoir un partenaire qui était en cohérence avec leurs valeurs. C'était l'intention qu'ils avaient quand ils sont venus à la nef pour leur prêt bancaire. Ils voulaient une banque propre qui n'ait pas un impact négatif ou qui ne finance pas des mines de charbon. Et du coup, ils cherchaient aussi une plateforme de financement participatif qui ressemble vraiment à ça en tout point. Du coup, ils se sont approchés de nous, ils nous ont demandé si c'était dans nos tiroirs, dans nos projets, quelque part. Effectivement, c'était dans nos projets, mais ça nous a amené à activer un petit peu ce projet-là et à le lancer très rapidement. Donc, nos emprunteurs nous ont servi de cobayes. En 2014, on a lancé la version bêta grâce à eux. Et un tout petit peu plus d'un an plus tard, tout début 2016, on a officialisé la sortie de Zest. On l'a baptisé Zest. Et donc, ça y est, c'était lancé. Hop. Pardon. Alors, il y a énormément de plateformes. Donc, nous, quand on s'est lancé, il ne s'agissait pas de se lancer pour s'additionner, pour faire exactement comme les autres. Du coup, il a fallu qu'on se positionne un petit peu. Là-dessus, on verra un petit peu après les spécificités qu'il y a sur Zest. Il y a énormément de plateformes. Vous-même, vous en avez eu un aperçu puisque vous avez eu plusieurs ateliers de financement participatif. Donc, vous avez pu voir qu'il y a tout un panel de plateformes avec chacune son mode de fonctionnement, sa propre vision des choses. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter la nôtre, à savoir quand même qu'il faut noter qu'il n'y a pas de mauvais choix de plateforme de financement participatif. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît et c'est pour ça que je disais que nous, on a nos critères d'éligibilité. Sur cette slide-là, je disais on a nos propres critères d'éligibilité, donc n'hésitez pas à avoir les vôtres. Nous, on choisit les projets qu'on finance ou qu'on accompagne parce qu'ils ont une plus-value dans les domaines de l'écologie, du social ou du culturel. Vous, n'hésitez pas à choisir vos propres critères, à voir ce qui est important pour vous et pour votre projet, et puis du coup, à choisir la plateforme qui vous semble vous convenir le mieux. Voilà. Alors, dans
toutes ces plateformes de financement participatif, il y a quand même une distinction forte. La première qu'il faut avoir en tête, c'est de définir le besoin que vous avez pour votre projet. Parce qu'il y a des plateformes de financement participatif comme la nôtre qui sont dédiées aux dons et à la prévente, mais il y en a qui sont dédiés aux prêts participatifs et d'autres qui sont dédiés aux investissements en capital. Donc, à vous de voir quel est vraiment votre besoin pour votre projet, quel type de financement vous avez besoin de mettre en place. Et ça, déjà, ça va vraiment orienter votre choix vers une plateforme plutôt qu'une autre. Bon, alors, du coup, nous, ici, on va vraiment parler de dons et de prévente parce que c'est l'activité de Zest. Donc, le financement participatif, en bref, même si beaucoup d'entre vous sont déjà des professionnels dans le domaine, il y en a qui ont déjà mené des campagnes, il y en a d'autres qui ont assisté à tous les ateliers précédents, donc il y en a beaucoup qui sont déjà au taquet. Et pour celles et ceux qui parmi vous avaient besoin quand même d'un petit... une petite présentation de ce qu'est le financement participatif. Il y a une chose importante qu'il faut noter, c'est qu'on appelle ça une campagne. Et donc, une campagne, ça veut dire se mettre en mode communication forte et dédier un temps fort pendant une période donnée. On verra, mais en général, c'est 45-60 jours en moyenne. Donc, se dédier à une forte communication pendant toute une période pour répondre aux enjeux de son projet. Et dans une campagne de financement participatif, il y a toujours deux enjeux. Le premier, c'est évidemment de collecter de l'argent. On a besoin de financer quelque chose de particulier dans son projet, donc on veut collecter de l'argent. Et l'autre, c'est de faire parler de son projet, de le rendre visible, de mettre un grand coup de projecteur sur son projet pour accroître sa communauté et faire parler vraiment de son projet partout, le plus largement possible. Donc, les deux enjeux, ça passe par la communication. C'est une grande campagne de communication, l'exercice du financement participatif. Donc, le calendrier, ce sera vraiment à vous de le définir, mais en gros, il faut quand même voir qu'une campagne, c'est autour de 45-60 jours. Ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. Ça a été éprouvé depuis les premières campagnes qui ont été lancées il y a plusieurs années. L'idée derrière ça, c'est que vous pouvez faire une campagne plus courte, mais attention à l'effort de communication et selon l'objectif que vous vous êtes fixé en termes d'argent à collecter, 30 jours, ça peut être un petit peu court. Là, ça va vraiment être une campagne éclair. C'est possible, mais ça mérite un gros effort de communication. Et au-delà de 60 jours, attention à l'épuisement de vos arguments de communication ou à l'épuisement de votre communauté. L'idée, c'est de les rassembler sur un temps donné. Ce n'est pas de les épuiser parce que ça risquerait d'être contre-productif de finalement lancer plein de mails pendant 3 ou 4 mois. Au bout d'un moment, les personnes qui reçoivent vos mails ou vos messages pourraient finir par se dire qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Ça dure drôlement longtemps, ça fait 3 mois que j'en entends parler, pourquoi ça n'avance pas? Non, quand on commence à se poser des questions, en général, c'est négatif, du coup, c'est pas très, très bon. Donc, mieux vaut se dédier sur un temps assez limité et tout donner. Voilà, ça, c'est vraiment super important. L'autre chose à retenir, c'est une moyenne. Alors, une moyenne nationale, toute plateforme confondue, tout secteur d'activité confondu. Donc, c'est des montants qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais en gros, il faut retenir que en France métropolitaine, c'est les chiffres de 2019, mais a priori 2020, ça va être la même tendance. Il y a environ 4 000 ou 4 500 euros qui sont collectés par projet lors d'une campagne de financement participatif. Encore une fois, c'est une moyenne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser cette somme-là. Ça veut dire que déjà, cette somme-là, c'est une assez jolie somme pour une campagne de financement participatif et que selon votre secteur d'activité, selon la communauté que vous avez déjà, selon les contreparties, du coup, je vais y venir après, parce que j'ai bien compris la question, selon les contreparties que vous avez à proposer, eh bien, forcément, ça va beaucoup influer sur le résultat de votre collecte de financement participatif. Donc ça, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de cibler 10 000, 15 000, 20 000 euros. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire 4 000, 4 500 euros, c'est déjà une belle somme. Au-delà, c'est un gros effort de communication. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Mais on pourra revenir là-dessus si jamais vous avez des questions. Et donc, faire parler de son projet, ça veut forcément dire faire beaucoup de pédagogie, mettre en avant les valeurs de son projet, ses plus-values, son concept,
faire preuve de transparence. Chez nous, c'est super important. Vous l'avez entendu dans la bouche d'Antoine sur l'exercice du financement participatif. Il va être demandé la même chose, mais cette fois-ci aux porteurs de projet. Et ne pas négliger le temps de préparation. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer dans une campagne de financement participatif, plus tôt vous vous y prendrez dans la réflexion, dans votre façon de communiquer, dans la préparation des visuels, dans la recherche de relais, et mieux ce sera. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas le droit de vous lancer dans 2 jours si vous le souhaitez, mais moi, je vous donnerai quelques recommandations en vous indiquant, est-ce que je vais vous donner plein d'informations, est-ce que maintenant vous jugez que vous êtes prêt, oui ou non, à vous lancer. Voilà. Après, c'est vraiment à vous de voir, quoi. Alors, sur Zest, du coup, en fait, on a exactement le même fonctionnement que la nef, et donc on s'adresse aux associations et aux entreprises qui sont domiciliées en France. Et on se dédie vraiment aux professionnels, c'est-à-dire qu'un particulier qui souhaiterait financer son permis de conduire ou ses vacances, on va plutôt lui indiquer de passer par une cagnotte plutôt que par le financement participatif. Ça, c'est super important. Nous, on est vraiment dédié à des projets professionnels qu'on peut vraiment accompagner parce qu'on sait à ce moment-là qu'il y a une vraie plus-value, qu'il va y avoir un impact, que c'est inscrit dans la transition écologique et sociale. Voilà, c'est vraiment ce genre d'éléments, pour nous, c'est super important. Et tout à l'heure, Antoine le disait, toutes les formes juridiques sont acceptées. Pour nous, les statuts ne sont pas vertus. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'on va regarder. Vous pouvez être une entreprise individuelle ou une SAS ou une coopérative. Nous, ce qu'on va regarder, c'est le projet et la démarche que vous avez et pas la forme juridique que vous avez choisie. Et donc, chez nous, il y a énormément de projets différents. Ça va de l'association solidaire à l'entrepreneur, la boulangerie, la brasserie, les cosmétiques. Il y a vraiment un petit peu de tout, tous les domaines. Le principal, c'est donc les critères d'éligibilité qu'on avait avant. Ce n'est pas le domaine, c'est pas le secteur d'activité qui nous intéresse. Encore une fois, c'est la démarche et les valeurs qui sont promues par le projet. Et donc, ça répond à énormément de besoins différents selon où vous en êtes dans votre projet et ce que vous avez envie de mettre en place. À savoir quand même qu'une campagne de financement participatif, ça répond à un besoin très précis. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de tester un produit avant de le commercialiser. Bon, là, ça peut passer par une campagne de pré-vente. Vous avez peut-être besoin de financer un matériel particulier. Ça peut passer par une campagne de financement participatif sous forme de dons pour récolter un maximum d'argent et proposer quelques contreparties aux contributeurs. L'idée derrière ça, c'est de se dire qu'il n'y a pas de choses qui ne soient pas finançables, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus mobilisatrices que d'autres. Et donc, pour ça, plus vous faites preuve de transparence tout en étant concis, puisqu'il ne s'agit pas de raconter absolument toute la vie de son projet, mais plus on est précis et mieux c'est compris par les visiteurs de votre page et plus vous avez de chances de les convertir en contributeurs. Et alors, pour répondre à la question des contreparties, c'est sûr que plus on propose une contrepartie attractive, qui peut être du matériel, et bien plus ça peut déclencher une envie de participer pour un contributeur. C'est sûr qu'acheter un déodorant ou une crème de soin, ou la préacheter peut-être à un tarif préférentiel, tout de suite c'est beaucoup plus concret. Le contributeur, en plus de soutenir un projet français, local, bio, éco-conçu, et bien, en plus de ça, il a une super contrepartie, un objet qu'il va pouvoir utiliser. Donc là, c'est sûr que ça peut vraiment faciliter la communication et l'envie de participer à un projet. Après, ce n'est pas les seules contreparties que vous pouvez proposer. Mais c'est sûr que quand on est dans le domaine du service ou des concours, c'est plus difficile de proposer des contreparties et c'est quasi impossible de proposer des contreparties matérielles puisque ça ne fait pas partie de votre activité. Encore que, je dis c'est quasi impossible, mais si vous avez des partenaires par lesquels vous pouvez passer pour proposer des contreparties matérielles, ça peut être ça. Attention quand même à votre marge et à la logistique qu'il y a derrière. Si vous faites une campagne chez nous, l'une des questions qu'on va vous poser quand vous préparerez votre page, c'est avez-vous bien pensé à la logistique? Avez-vous bien pensé aux frais postaux? Parce que tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte
au moment où vous organisez votre campagne, parce qu'il ne s'agit pas d'être débordé par les demandes derrière si vous n'avez pas prévu, ou que vous n'aviez pas prévu les frais postaux, et du coup, vous vous retrouvez avec une campagne de financement participatif qui vous coûte plus d'argent que ce que vous aviez prévu, enfin, qui vous coûte de l'argent plutôt que d'en récolter, et du coup, ce serait vraiment dommage puisque ce n'est pas le but. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir prévues, et nous, on va forcément vous poser les questions quand on verra vos contreparties. Et donc, je disais, il n'y a pas que des contreparties matérielles, il y a aussi des contreparties symboliques et expérientielles. Donc, le symbolique, c'est toujours plus compliqué d'essayer de motiver quelqu'un à avoir juste un remerciement ou à avoir juste son nom sur le panneau des donateurs. C'est sûr que s'il n'y a que ça, bah, ce n'est pas hyper engageant. Alors, les valeurs de votre projet, ça va être quand même vraiment déterminant, hein, parce que autant la nef, je le disais tout à l'heure, ne finance pas les mines de charbon, autant une mine de charbon ne fera pas non plus une campagne de financement participatif. Personne n'a envie de soutenir ça. Donc, c'est sûr que c'est plus intéressant pour un visiteur de se dire « Ah oui, tiens, je vais contribuer à ce projet-là parce qu'il a des valeurs fortes et c'est vraiment chouette. » Ceci dit, en général, ça correspond quand même à une petite partie des personnes. Les gens ne viennent pas seulement pour les valeurs, ils viennent aussi soit parce qu'ils vous connaissent et du coup, ils ont confiance en vous et ils ont envie de vous soutenir, soit parce qu'ils ne vous connaissent pas, mais à ce moment-là, il y a une contrepartie attractive. Et donc, le symbolique, c'est chouette, mais si vous avez la possibilité d'ajouter à ça un petit peu de valeur à votre contrepartie, et notamment par l'expérience, ça peut être quelque chose de très sympa. Par exemple, un atelier autour de, je sais pas, alors du coup, vous aviez, pour le concours, ça peut être un atelier de préparation, vous avez peut-être mis en place certains prix que vous pourriez mettre en avant, à voir, parce que j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus d'informations, mais ça, c'est peut-être des choses qu'on peut voir un à un en dehors de l'atelier. Et puis, quand on est sur du service, ça dépend aussi beaucoup des services que vous proposez. Est-ce que oui ou non, vous avez la possibilité de proposer ces services-là en guise de contrepartie, ou est-ce que vous avez la possibilité, pareil, d'animer un petit atelier sympa sur le zéro déchet, sur comment gérer mes produits de salle de bain, comment éliminer le plastique, comment... il y a forcément plein de choses. Et c'est sûr que la difficulté que vous avez quand vous n'êtes pas sur du matériel, c'est qu'il faut se montrer créatif. Et donc, très inventif, avec plein de bonnes idées pour essayer d'attirer un maximum de personnes vers sa page de financement participatif d'abord, et ensuite vers une contrepartie, c'est mieux. Hop. Alors, chez nous, on a quelques spécificités. En plus des critères d'éligibilité qu'on a, puisqu'on n'accompagne pas tout le monde. Sur Zest, on a un fonctionnement qui est un tout petit peu différent de beaucoup de plateformes. On n'est pas les seuls à fonctionner comme ça, mais beaucoup fonctionnent exactement à l'inverse. Donc, chez nous, chaque euro collecté est acquis. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Pour tout vous dire, la première année, avec nos cobayes, on a fonctionné comme tout le monde. On se cherchait un petit peu et du coup, on ne savait pas trop exactement quel fonctionnement adopter. Donc, on a fonctionné avec l'obligation d'atteindre son objectif. Et puis, en fait, très rapidement, on a corrigé. On s'est rendu compte que ça, ce n'était pas vraiment au service des porteurs de projets. Et donc, ça nous a beaucoup dérangé. On s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, il y avait deux biais qui étaient assez forts et qui nous empêchaient d'être complètement cohérents avec les valeurs que la nef promeut au quotidien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'objectif est obligatoire, c'est un système qui est assez contraignant où le porteur de projet a une sorte d'épée de Damoclès sur la tête et un stress supplémentaire, parce que c'est de toute façon assez stressant de tester un produit ou de lancer une campagne de financement participatif. Et là, en plus d'avoir l'obligation d'atteindre son objectif, c'est sûr que ça amène une petite tension supplémentaire. Mais bon, ça, c'est normal, hein, sinon on ne se lancerait pas dans l'entrepreneuriat si on n'aimait pas prendre quelques risques. Les deux biais. Le premier, c'est que quand on oblige à atteindre son objectif, mais souvent, les plateformes qui ont ce fonctionnement-là vont vous conseiller de mettre un objectif volontairement plus bas que votre vrai besoin ou plus bas que votre capacité de mobilisation pour vous assurer d'arriver ou de dépasser cet objectif-là. Il n'y a pas de problème en soi. Quelque part, c'est même assez logique. Le truc, c'est que nous, comme on promeut
la transparence. On va vous demander de vous plier à cet exercice de transparence, d'indiquer votre besoin réel pour bien le faire comprendre aux contributeurs. Donc, si je vous dis, faites preuve de transparence et mettez vos vrais besoins de financement participatif, mais que d'un autre côté, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un palier artificiel volontairement plus bas. Bon, il y a un moment où vous allez me regarder peut-être un petit peu de travers et puis me dire, elle n'est pas très cohérente, Aurélie, elle dit n'importe quoi, la nef, transparence, ouais. Du coup, par souci de cohérence, c'est pas très très grave en soi, encore une fois, mais par souci de cohérence, si on promeut la transparence, on va vous demander d'expliquer vos réels objectifs. Voilà. Et puis l'autre chose, et celui-ci c'était un biais qui nous dérangeait beaucoup plus, c'est que souvent, le porteur de projet, quand il arrive à la fin de sa campagne, voyant qu'il risque de ne pas atteindre son objectif, et c'est souvent, il a tendance à mettre lui-même la main au portefeuille et à contribuer à sa campagne de financement participatif pour combler le trou. Alors en soi, la plateforme, elle n'a pas de souci. Après tout, ça fait une réussite. La commission est prélevée. Et puis voilà. Le truc, c'est que justement, la commission est prélevée sur le montant que vous avez collecté. Donc, comprise la contribution que vous êtes faite à vous-même. Donc, c'est pas très sympathique de notre part si on fonctionne une commission sur le don que vous vous êtes fait à vous-même parce qu'on vous avait mis la règle qui dit vous êtes obligé d'atteindre votre objectif. Donc, on a fait sauter cette règle, d'autant qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait, la très grande majorité, voire la quasi-totalité des projets, en fait, ils n'ont pas d'obligation réelle dans leur projet d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Souvent, ils ont d'autres leviers. C'est-à-dire que si la prévente n'a pas fonctionné, c'est un signe fort que ce produit-là, a priori, ne va pas plaire. Donc, ça aura permis de faire son test et de se dire je me suis peut-être pas bien orientée sur le bon produit, je vais corriger certaines choses et puis tenter de nouveau quand j'aurai trouvé quelque chose d'autre ou un nouveau concept. Ou alors se dire après tout, moi, mon objectif, c'est de collecter 7 000 €, mais si j'en ai 3 800, et bien, en fait, il y a plein de choses que je vais pouvoir financer à l'intérieur de mon projet et ça ne le remet pas en question. Et donc, ça, c'est super important. Si vous me dites que vous avez un besoin incompressible, que vous aimeriez réunir 10 000 €, mais que vous avez un besoin incompressible de 6 000, par exemple, on peut paramétrer la campagne pour que ça réponde exactement à votre besoin. Mais il faut vraiment que ça vienne de vous et que vous nous expliquiez que ça, c'est votre besoin. En fonctionnant comme ça, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas atteint votre besoin incompressible, les contributeurs sont remboursés et donc vous ne touchez rien forcément, mais chacun est remboursé, vous n'avez pas besoin de gérer ça. Alors que si vous recevez les fonds et que finalement votre projet ne se fait pas, il y a des contributeurs qui vont revenir vers vous, la grosse majorité, et ils vont vous demander le remboursement de leur contribution puisqu'ils n'ont pas reçu leur contrepartie. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver en conflit avec votre comptable puisqu'il va falloir rembourser tout le monde par chèque ou par virement. Donc, si la plateforme peut le gérer pour vous, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Mais après, il faut vraiment que ça réponde à votre besoin. Si vous me dites que vous n'avez pas de besoin incompressible et que de toute façon, votre projet va se réaliser, j'ai aucun besoin de vous obliger à atteindre l'objectif que vous vous fixez. Alors après, si les plateformes fonctionnent avec l'obligation d'atteindre l'objectif, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est parce que ça répond à un besoin intéressant pour eux de marketing, parce que du coup, ils vont pouvoir vous dire chez nous, 80% des projets sont en réussite. Bon, alors, quand on connaît les deux biais que sont mettre un objectif volontairement plus bas et mettre la main au portefeuille, ça remet un petit peu en question ce genre de calcul. On ne sait pas trop comment c'est calculé d'ailleurs. Ou alors, ils vont vous dire des choses comme chez nous, 60% des projets atteignent plus de 200% de leur objectif. Mais bon, encore une fois, quand on réfléchit aux biais, on ne sait pas trop ce que ça donnerait sans ces biais-là. Voilà. Autre spécificité sur Zest, c'est l'accompagnement. Une fois que vous avez pris un premier rendez-vous, en fait, vous déposez un projet sur Zest, vous recevez une notification avec un lien de prise de rendez-vous. Vous tombez sur un membre de l'équipe Zest et cette personne-là vous accompagnera du début à la fin de votre campagne, donc dès la préparation.
Et après ce premier rendez-vous téléphonique, là, vous avez un nouveau lien de prise de rendez-vous qui est directement connecté à l'agenda de votre référent Zest. Et ça vous permet vraiment de prendre autant de rendez-vous que vous le souhaitez avant, pendant ou même après la campagne, si jamais vous en avez besoin. Et donc, l'idée derrière ça, c'est que le porteur de projet n'est jamais seul avec ses questions et qu'on est là vraiment pour répondre à tout, depuis les questions de calendrier, de mobilisation, de communication, de pédagogie. On peut vraiment avoir une relecture très active sur votre page, calibrer sa campagne de financement participatif, savoir comment réagissent les visiteurs de votre page. Ça peut vraiment vous aider à orienter un petit peu votre façon de présenter votre projet. Enfin, voilà. Ça, pour nous, c'est super important et il n'y a pas de surcoût. On voit quelques plateformes qui vont vous faire payer un abonnement supplémentaire mensuel en plus de la commission qui est prélevée pour vous accompagner. Nous, on estime que c'est notre métier et du coup, il est hors de question de vous laisser avec une question qui vous taraude le soir à 23h. Donc, un petit mail ou une prise de rendez-vous via le lien que vous avez. Et ça permet en général d'avancer plus vite sur votre campagne de financement participatif, en tout cas dans de meilleures conditions. Et l'autre chose sur l'accompagnement, c'est l'assistance technique. Je vais passer très, très vite là-dessus, mais de toute façon, vous aurez le support. L'idée, c'est que vos contributeurs non plus ne sont pas tout seuls. Si jamais il y en a qui ont des questions sur les RGPD, par exemple, ça peut arriver, ou qui se disent j'aimerais bien un justificatif de paiement, comment je fais, ou je n'ai pas compris pourquoi je devais donner mon adresse postale quand j'ai choisi une contrepartie. Bon, voilà, c'est des questions de curiosité en général, de compréhension, et donc on y répond. Ça évite un échange, un intermédiaire avec le porteur de projet qui ne sait pas toujours quoi répondre, et donc on lui dit envoyez-les-nous sur zest@lanef.com et on répond à toutes les questions. Voilà. Et puis l'autre assistance, c'est évidemment vis-à-vis du porteur de projet, l'assistance technique. Si jamais il y a des besoins particuliers de mise en forme ou je sais pas, d'un contrôle d'une image ou quelque chose comme ça, mais c'est pareil, on se rend disponible. À partir du moment où c'est lié à la campagne, on se rend disponible à tous les besoins. Et la dernière chose, c'est les relais qu'on va proposer, sachant que les relais les plus efficaces, c'est ceux que vous-même vous trouverez. Mais nous, de notre côté, on va aussi vous permettre un petit relais supplémentaire. Par exemple, on va pouvoir vous mettre sur la page d'accueil, à condition pour ça que vous ayez une jolie photo à nous transmettre. Ça, on ne va pas la créer pour vous. Hein. Et puis, on va vous relayer aussi sur les réseaux sociaux et dans nos newsletters. À savoir quand même que la newsletter de la NEF est vraiment très écoutée, il y a une grosse audience, et celle de Zest, il y a une audience un peu moindre parce qu'il y a 25 000 inscrits, et en général on a un taux de clics, d'ouverture sur les pages qui varie entre 2 et 6%, ce qui n'est pas une conversion trop sale. Normalement, on est dans les bons chiffres. Et donc l'offre Zest, mais je vais passer très rapidement pour qu'on puisse échanger questions-réponses. Notre commission pour les campagnes qui collectent moins de 20 000 € est de 8%. Pour les collectes qui dépassent, enfin qui atteignent ou dépassent les 20 000 €, on tombe à 7%. Et pour les emprunteurs de la NEF, les porteurs de projets qui viennent de nos partenaires ou les personnes qui ont déjà réalisé une campagne sur Zest, à ce moment-là, on est à 6%. Hop, voilà. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement. Je répondrai à toutes vos questions. On peut même se refaire un petit échange téléphonique en 1 à 1 si jamais vous avez besoin d'approfondir certaines choses. Et puis, sinon, vous pouvez aussi vous rendre directement sur Zest. Il y a une page qui s'appelle « Lancez votre projet ». Vous pourrez avoir tout un tas d'informations sur des précisions sur notre fonctionnement et un petit bouton, 2 petits boutons en fait, un pour lancer une campagne sous forme de don et l'autre pour lancer une campagne sous forme de pré-vente. Comme ça, vous choisissez la formule qui convient le mieux à votre besoin et donc vous recevez une notification avec un lien de prise de rendez-vous et là, il ne faudra surtout pas hésiter à en profiter et à nous solliciter pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Et du coup, si j'ai oublié des choses, c'est le moment de me poser vos questions. N'hésitez pas.
Merci beaucoup, Aurélie. Alors, effectivement, je t'ai transmis les quelques questions qui sont arrivées avec les je les ai pas inscriptions vues. des participants. Alors, on va reprendre là. Alors, une question, quelle contrepartie donner en crowdfunding quand on fabrique rien? Donc, société d'intermédiation, on en a parlé. Tu les vois peut-être dans ton fil, quelles sont les garanties demandées par Zest et la NEF, jusqu'à quel montant pour le prêt, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, quels conseils pour une campagne sur les Sur les, parfums. sur les parfums. Ça va dépendre du besoin exactement. Alors, peut-être pour les montants des prêts, Antoine, tu as peut-être des éléments à apporter là-dessus, les montants maximum? Je crois Alors qu'il n'y a pas ouais, tellement de j'en maximum. ai. Alors, j'ai parlé un peu des montants tout à l'heure minimum. Pour les montants maximum, on va jusqu'à 4 millions d'euros. Donc il y a, enfin, voilà, il y a un certain. La NEF m'a accompagné jusqu'à une certaine taille d'activité. Grosso modo, ça va jusqu'à des PME de plusieurs dizaines de salariés. Donc pour toutes les structures en création, en tout cas, on a les outils de financement pour les accompagner. Et après, en termes de garantie, alors là, on travaille avec différents organismes de garantie. J'ai parlé tout à l'heure de France Active, mais également, on travaille avec le Fonds européen d'investissement sur ces sujets-là et qui nous permet d'accompagner, dans certains cas, les professionnels avec une garantie sans coût pour eux, qui est très simple de mise en place. Donc, c'est un sujet sur lequel on a la chance de pouvoir vraiment simplifier les process et diminuer les. Et par rapport à ces fonds européens, est-ce que c'est vous qui allez les chercher en contrepartie ou c'est nous qui devons les trouver? Pardon, j'ai pas. Est-ce que c'est nous qui avons les. Et ça a coupé. Est-ce que par rapport aux fonds européens, est-ce que c'est vous qui allez les contacter ou c'est nous qui devons les contacter et venir après vers vous? Alors, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est relation avec eux. Donc, on a délégation sur ces garanties-là, ce qui fait que l'accord de prêt NEF vaut pour accord de garantie. Et les démarches qui sont réalisées sont très simples. On parle juste de quelques documents à remplir. Donc, c'est la NEF qui se charge de toutes les démarches liées à cet organisme de garantie. Il n'y a que pour France Active où les démarches sont réalisées par les porteurs de projet eux-mêmes. Mais après, tous les autres organismes de garantie sont directement contactés par la NEF. Et c'est la NEF qui se charge des démarches. Merci. Quelle est la paperasse ou les dossiers qu'il faut remplir pour pouvoir accéder au prêt, voilà, au prêt NEF, prêt de la NEF? Alors, pour la mise en place d'un prêt, grosso modo, il y a, je dirais, une partie administrative et puis une partie compréhension du projet. Donc, pour ce qui est compréhension du projet, je dirais tous les éléments qui permettent de bien expliquer quelle est votre pas. activité. Ça peut être, je dirais, il y a 2-3 éléments. Vous m'entendez Pas à très nouveau? bien, pas très bien, non. Ça va mieux au niveau Oui. du son? Oui. Allez, là, c'est bon. Ok. Aurélie, peut-être tu continues. Si ça va mieux, alors je réponds à la question. Sinon, je reprends la parole tout à l'heure. C'est bon? Bon. Non, c'est pas bon. Ok, Aurélie. C'est bon, ok, super. Alors, donc de votre activité, et là, je parle notamment des éléments financiers, des prévisions financières, et puis un descriptif de quel est le service que vous proposez ou le produit que vous allez commercialiser. Et puis, il y a une partie administrative, où là, c'est une photocopie de votre carte d'identité, un document d'information qu'on demande à remplir pour avoir quelques informations vous concernant. Et puis après, dans le cas où il y a des locaux, même si je pense que vous êtes peut-être assez peu concerné par ce cas-là, on demande quelques éléments complémentaires. Est-ce que vous bossez avec des courtiers? Alors, effectivement, certains courtiers nous contactent, comme un certain nombre d'établissements bancaires, pour nous proposer d'étudier des demandes de financement. Et dans ces cas-là, enfin oui, tout à fait, du coup, on travaille avec les courtiers dans ces cas-là. Et vous en avez à recommander qui bossent bien avec la NEF? On a un partenariat avec un cabinet de courtage dans le nord de la France. Après, pour ce qui est d'Île-de-France, on n'a pas de partenariat spécifique et ça reste très, très ponctuel. Donc, j'aurais pas de recommandations très construites à vous faire à ce sujet-là. Ok.
Excusez-moi, pour finir ça là-dessus, est-ce que vous prêtez pour une entreprise qui se crée et qui n'a pas de chiffre d'affaires avec un différé de remboursement? Effectivement, sur les prêts bancaires, on peut proposer des différés de remboursement. Là-dessus, on est assez souple d'ailleurs pour leur mise en place, que ce soit sur des durées de 6 mois, 9 mois, voire même jusqu'à 1 an. Et notamment quand c'est des activités qui sont en création, pour pouvoir bien accompagner sur les premiers mois d'activité, faire en sorte que les charges financières, en tout cas les charges liées au remboursement du prêt soient diminuées et que vous ayez cette temps de montée en puissance qui puisse se faire jusqu'à ce que l'activité puisse générer suffisamment de revenus pour prendre en charge le remboursement du prêt. Donc effectivement, à la création, je dirais d'autant plus à la création, ce sont des choses que l'on peut proposer. Il y a une question de Christy. Comment sont organisés les projets sur votre plateforme? C'est-à-dire comment une personne lambda peut trouver le projet, le classement par catégorie? Comment est-ce que c'est organisé? Peut-être que tu veux développer, Christy? Oui, non, c'est exactement ça, Koutou. En fait, c'est voilà. En fait, comment les projets sont clarifiés, quoi. Donc, une personne se connecte sur le site, sur la plateforme. Comment est-ce qu'elle peut facilement trouver en fait un projet qui peut l'intéresser? Ou est-ce que tous les projets sont mis à la même enseigne sur une seule page? Est-ce qu'il y a des catégories qui peuvent guider du coup les gens? Comment est-ce que c'est organisé? Là, tous les projets sont en bloc sur la même page, découvrez des projets, à savoir qu'il y a quand même un ordre dans le sens où vous tombez d'abord sur les projets qui sont en cours et après sur les projets terminés. Ça paraît logique, mais voilà. Et puis, attention, rares sont les personnes quand même qui viennent en se disant tiens, à qui je vais pouvoir faire un don aujourd'hui? Ou tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter aujourd'hui sur une plateforme de financement participatif? Ça, il faut savoir que ça correspond vraiment à une partie très, très, très minoritaire des gens qui viennent sur les plateformes de financement participatif. La très, très grande majorité des gens, voire des fois la quasi-totalité des gens qui vont venir participer à votre campagne, c'est des gens que vous connaissez déjà. Donc, il y a des gens de votre premier cercle. En général, c'est la famille et les amis qui viennent participer au tout début. Ensuite, les gens de votre deuxième cercle, c'est n'importe qui dans votre carnet d'adresses. Et après, les gens de votre troisième cercle, c'est là où c'est très important d'obtenir des relais au cours de votre financement participatif. Et donc, les gens, mais vraiment, ils sont très, très rares. Hein. Les gens qui vont se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui sur Internet? Tiens, je vais aller sur une plateforme de financement participatif. À part des gens qui travaillent dans le domaine, ça ne va pas vraiment courir les rues. Donc, il ne faut vraiment pas trop compter sur le référencement naturel de votre projet sur une plateforme de financement participatif, mais plutôt compter sur la qualité de la communication que vous allez organiser et les relais que vous allez trouver par vous-même. Alors, nous, pour améliorer un tout petit peu votre référencement quand même, enfin un tout petit peu, on fait notre part, hein, pour améliorer votre référencement, on va partager votre page auprès de nos propres réseaux, les réseaux Zest, parce qu'on a quand même quelques serial donateurs, des fous furieux de la nef et de Zest qui viennent et qui participent à 1 ou 2, des fois 3 projets par mois. Donc, on en a quelques-uns, hein, mais ils sont très en marge et du coup, il vaut mieux éviter de compter trop sur ces gens-là et de se dire je dois vraiment tout faire pour communiquer le plus largement possible. Il faut se mettre comme objectif que tout le monde doit avoir entendu parler de votre plateforme, de votre campagne, pardon, et que tout le monde doit, à un moment donné, avoir vu le lien de votre campagne de financement participatif. Et donc, le troisième cercle, c'est celui que tout le monde cherche à avoir, c'est le plus compliqué à obtenir parce que ça veut dire forcément passer par des relais, les newsletters des amis, enfin, si jamais il y a des professionnels autour de vous qui en ont, les réseaux sociaux des amis, de la famille, ça c'est super important. Quand vous avez la chance d'être dans la presse locale ou d'avoir un relais national, bon, bah là, il faut vraiment sauter sur l'occasion, ça c'est clair. Quand il y a un ancrage territorial fort de votre projet, je crois que c'était pas vous, mais il y avait quelqu'un qui disait circuit court, c'était Dounia, je crois. Qui disait moi je vais travailler en circuit court, donc ça il peut y avoir un petit avantage dans le sens où quand il y a un ancrage territorial, c'est des fois plus facile d'aller trouver des relais, des ambassadeurs pour sa campagne, alors que quand on est sur une dimension nationale et qu'on veut vendre
du parfum, des déodorants ou de la crème de soin pour le visage ou de la crème de rasage, bon, bah, là, forcément, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir la France entière sur sa campagne de financement participatif. Et là, il faut vraiment se donner les moyens et se préparer, se permettre un temps de préparation, parce que ce temps de campagne de financement participatif, il va s'ajouter à votre projet global. C'est-à-dire que vous avez votre montage financier à faire, les produits, la gestion des fournisseurs, peut-être un site internet, plein de choses à gérer. Et si vous voulez continuer à boire, manger, dormir, et avoir une vie sociale normale, il faut intégrer ça dans votre calendrier et vous dire comment je vais chercher des relais supplémentaires et ne pas compter sur le référencement naturel de quelqu'un qui taperait financement participatif parfum, parce que ça, c'est vraiment très en marge. Ouais, je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, vous pouvez me dire. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires ou des interrogations? Là, l'idée, c'était d'avoir un panorama des différents acteurs du financement participatif, là, la ZEST et la NEF. Oui. J'en profite. Hein. Vas-y, Fred. Je ne peux pas supporter les moments de silence. Est-ce que vous avez une analyse sur la notion de contrepartie des dons qui marche bien? Je veux dire, quels sont les dons dont la contrepartie a le mieux fonctionné? Si vous pouvez nous aider un peu à réfléchir. Et je me permets de vous donner un projet que j'aimerais bien vous soumettre comme cela. C'est que nous, on a une application pour aider les gens à trouver l'endroit où remplir leurs gourdes là où ils sont, n'importe où en France, à 100 mètres de là où ils sont, je peux leur dire comment remplir leurs gourdes. Et donc, la contrepartie, c'est éventuellement de leur offrir une gourde. Et par contre, la gourde coûtera un peu plus cher parce qu'il faut qu'il y ait une marge pour qu'on puisse financer le développement de l'appli. Est-ce que ça, c'est… Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme don, comme contrepartie qui marche le mieux? Et la deuxième, est-ce que ça vous paraît jouable? Ouais. Alors, les contreparties qui fonctionnent le mieux, c'est les contreparties matérielles, et celles qui fonctionnent encore mieux, c'est les contreparties qui qui offrent une sorte de prix privilège par rapport au prix en dehors de la campagne de financement participatif. Là, vous avez plus d'assurance de faire un buzz et de dire les personnes qui viennent participer tout de suite à la campagne, c'est une grande marque de confiance, et pour vous remercier, ce produit qui coûte 12 € ne vous coûtera que 10 €, quelque chose comme ça. Quand on n'a pas la possibilité de faire un prix parce que l'objectif de la collecte, c'est pas de faire de la prévente et le buzz, mais plutôt de collecter de l'argent pour financer un besoin particulier, comme là, a priori, ce sera plus le cas. Effectivement, la contrepartie matérielle, elle peut permettre une petite marge. Attention quand même à faire attention à cette marge, parce que si un contributeur se rend compte, ou un visiteur, parce qu'avant d'être contributeur, on est visiteur, si un visiteur se rend compte qu'il peut avoir la même gourde en passant par un autre site internet et l'avoir à moitié prix, ça ne va pas être bon pour vous, parce que du coup, il pourrait renoncer à la gourde et se dire, après tout, cette gourde, elle est éco-conçue, je soutiens un projet par ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Donc, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de pédagogie et de transparence sur les prix que vous affichez, pourquoi ce projet-là, quels sont les enjeux, pourquoi vous soutenir, pourquoi c'est important de vous soutenir. Et la formule qui marche quand même bien, c'est chaque euro collecté est très important, dans un cas de figure comme le vôtre, chaque euro collecté est très important et nous permet une grande avancée dans notre projet. La façon de communiquer, de vous positionner et de présenter les contreparties vont être tout aussi importantes que la contrepartie en elle-même. Après, il y a des contreparties non matérielles qui sont possibles, mais là où votre proposition de contrepartie elle est intéressante, c'est qu'elle est en cohérence complète avec votre projet. Par exemple, si vous m'aviez dit qu'on offre un accès premier à l'application, mais l'application est gratuite, là, je vous aurais dit quel est l'intérêt pour les personnes de venir participer à un projet s'il suffit d'attendre que l'application sorte toute seule, et du coup, je peux me greffer à la communauté et profiter des services gratuitement sans avoir soutenu par ailleurs. Là, le réflexe que vous avez de proposer tout de suite une contrepartie matérielle pour financer un projet par ailleurs, c'est la bonne solution. C'est même la seule qui vaille dans un projet comme celui-ci. Et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité
d'offrir une contrepartie matérielle, ben là, ça revient vraiment à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut se montrer créative, inventive et mettre en place soit des ateliers, soit un moment convivial. Alors avec la Covid, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Il y a encore pas si longtemps, il y a 1 an de ça, on pouvait dire on va préparer l'inauguration, le lancement du produit, on va faire un super événement convivial. Là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, pour pouvoir organiser des moments conviviaux, il faut soit miser sur l'avenir, soit se dire on va essayer de créer un moment convivial autrement, à distance, avec des outils en ligne. Ils ont créé quelques petites choses quand même qui sont assez sympathiques, mais ça reste assez faible. Donc, quand on n'a pas cette possibilité d'offrir un moment convivial, quand on n'a pas la possibilité d'offrir une contrepartie symbolique et qu'on n'a pas non plus la possibilité d'offrir une contrepartie matérielle, là, il faut vraiment faire preuve de créativité et se lancer dans l'expérientiel autant que possible. Parce que autant une association peut se permettre de ne pas offrir de contrepartie, certaines associations qui sont reconnues d'intérêt général peuvent même proposer un avantage fiscal sur le don qui est fait. Vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas proposer l'avantage fiscal et vous allez être un petit peu attendu dans le sens où ça va être un projet lucratif. Donc, puisque ça va être votre métier, on pourrait difficilement entendre que vous voulez recevoir du don sans offrir de contrepartie. Donc, même si c'est symbolique ou de préférence expérientielle, il vaut mieux quand même proposer quelque chose. Et donc, comme on disait tout à l'heure, cette problématique des contreparties, elle reste quand même assez importante, même si dans votre cercle proche, souvent en famille et amis, ces gens-là, en général, ne choisissent même pas être contrepartie, ils ont juste envie de vous soutenir. Et après, par contre, pour le reste de la population, ils vont être très sensibles aux contreparties que vous allez proposer. Donc, même si c'est du symbolique, n'hésitez pas à le faire. Et où le symbolique peut ajouter de la valeur. C'est-à-dire que là, si vous voulez faire la gourde plus chère que son prix initial pour pouvoir permettre une marge, n'hésitez pas à ajouter de la valeur symbolique comme, et en plus, vous recevrez une petite news d'après-campagne pour vous présenter le projet, et en plus, vous pouvez, je sais pas, on rajoutera votre nom, vous recevrez une carte postale ou voilà, des choses comme ça qui font que ça peut ajouter une petite valeur à la contrepartie que vous mettez en place. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Puisqu'il n'y en a pas, sur une question de cosmétique. Excusez-moi. Ah, vas-y. J'en ai 250. On est là pour ça. Si vous avez, donc dans la partie cosmétique, donc on fait alors là donc la prévente. Et là, c'est aussi une question pour Antoine. Est-ce que le fait de faire une opération avec Zest, qui ont donc, j'allais dire, presque compris et mis en scène, enfin, compris le produit et avoir fait la prévente, est-ce que ça sert plus facilement de lien avec la banque, la Nef? Est-ce qu'il y a un rapport direct entre une opération qu'on fait avec vous aux Zest et une compréhension meilleure de la banque? Ça peut, effectivement. Je vais laisser Antoine développer sur cette partie-là avec son avis de professionnel sur l'accompagnement bancaire. En tout cas, il y a vraiment les deux cas de figure. Le cas de figure du porteur de projet qui a inclus dans son plan de financement une partie financement participatif, et les autres qui ont mis, et c'est là où moi je leur dis toujours attention, parce que là vous vous mettez une grosse pression, c'est-à-dire si vous n'atteignez pas ce que vous avez indiqué à votre banquier, il va vous regarder de travers, il va peut-être retravailler les taux, alors ça je sais pas, peut-être qu'Antoine nous dira, il va peut-être vous redire vous aviez des temps d'intérêt, mais là finalement vous m'aviez dit que vous alliez collecter 10 000, vous allez collecter 3 000, on va peut-être revoir un petit peu le plan de financement. Donc il peut y avoir un petit risque comme celui-ci, pas forcément de remise en question totale, mais peut-être un échange nouveau à avoir avec votre banquier. Nous, on édite un justificatif de collecte et après, à vous de voir avec votre banquier ce qu'il en est. Moi, du coup, le conseil que je donne, et parce que je suis pas dans la banque, moi, je suis vraiment sur le financement participatif, c'est si vous avez les moyens de ne pas inclure votre financement participatif dans le plan de financement, vous prenez un risque en moins. Ça, c'est clair. Après, si vous n'avez pas le choix et qu'il vous manquait 8-10 000 euros dans votre plan de financement et que vous souhaitez le faire par le financement participatif, à ce moment-là, il faut juste être conscient du fait que vous vous mettez une grosse pression et que vous venez d'envoyer une sorte de condition à votre banquier. Et c'est peut-être là où Antoine pourra soit me contredire,
soit aller dans mon sens. On va voir ce qui va vous répondre. Non, mais je confirme complètement ce que dit Aurélie. Ce qui veut dire que, alors, de manière générale, que ce soit Zest et la Nef ou un autre établissement bancaire et une autre plateforme de financement participatif, ce que je disais tout à l'heure, le fait de passer par une campagne de financement participatif, notamment dans le cas de la production d'un produit, d'un nouveau produit, permet de valoriser le produit auprès des établissements bancaires que vous rencontrerez par la suite. Donc, cet ordre-là peut avoir un intérêt au moment où vous allez lever des fonds sous forme de prêts bancaires. Effectivement, lorsque c'est fait de manière, lorsque c'est réalisé au même moment, ça conditionne effectivement, comme le disait très bien Aurélie, l'atteinte de l'objectif que vous êtes fixé vis-à-vis de l'obtention du prêt bancaire. Et donc, dans le cas où c'est réalisé de manière simultanée, effectivement, le fait de prendre la campagne de financement participatif comme du beurre dans les épinards est plutôt conseillé. Et après, vis-à-vis de la relation entre Zest et Nef, et j'avais l'impression que c'était un peu ça la question, est-ce qu'il y a une facilité de passer de Zest à la Nef? Alors, avec Aurélie, nous, on est amené à échanger régulièrement, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit des porteurs de projets que nous, on a rencontrés pour du financement bancaire et qu'on a orienté vers Zest, soit pour une première étape, soit pour réaliser une campagne en parallèle. On est amené à échanger dans ces cas-là. Vice-versa, c'est-à-dire s'il y avait une campagne qui était réalisée sur Zest et que nous, par la suite, en tant que conseiller professionnel, eh bien, on est contacté pour une demande de financement bancaire, ça nous permet effectivement d'échanger avec Zest et en connaître davantage sur la manière dont ça s'est passé. Après, est-ce que concrètement, on a institué des facilités de passage de Zest à la Nef? Ce qu'on a réalisé lorsqu'il y a des demandes de financement conjointes, c'est que sur Zest, il y a des commissions préférentielles pour toutes les structures qui réalisent des emprunts bancaires à la Nef en parallèle. Et c'est en cela qu'on a facilité plutôt du coup le passage sur Zest. Le passage à la Nef, lui, n'a pas été institué. Donc, il n'y a pas de facilité directe, en tout cas, qui a été mise en place. Et puis, si on a bien répondu à la question, je vois qu'il y a une question de Célia aussi dans le chat que je vais prendre. Donc, c'est une question sur le financement. Pouvons-nous faire une demande de prêt si nous sommes toujours actuellement salariés? Alors, les prêts sont réalisés par la Nef uniquement auprès de professionnels, donc auprès d'une structure juridique et non pas auprès d'une personne. Donc, à partir du moment où il y a une structure juridique existante, quelle que soit la situation professionnelle du porteur de projet, en tant que représentant légal ou même en tant que salarié, enfin, quelle que soit la situation professionnelle, donc que cette personne-là soit salariée, soit à temps partiel, soit inscrit à Pôle emploi, n'ait aucune situation professionnelle spécifique, ça n'empêche en rien de pouvoir mobiliser par la structure professionnelle, par l'entité professionnelle, un emprunt auprès de la Nef comme auprès de tout établissement bancaire. C'est par contre une condition auprès de certains réseaux qui font des prêts personnels. Tout à l'heure, j'en parlais. Initiative France, par exemple, eux, on vient une demande à ce que vous soyez engagé totalement dans le projet et que vous créiez un emploi au travers de votre activité. Donc, ça peut l'être pour certains partenaires. Et donc, à questionner par rapport à ça. Après, côté bancaire, la question va être quelle disponibilité ont les porteurs de projet pour mener à bien le projet. Et ça va être vraiment sur cette question-là que sur le statut spécifique
car il y a des salariés qui peuvent mener de très beaux projets, parfois à temps plein sur de la création, en étant salarié à temps plein, qu'en étant à temps partiel, ou même certains ont des disponibilités vraiment dédiées à l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je peux peut-être compléter juste sur la partie financement participatif. Par exemple, pour débloquer les fonds, on va vous demander d'avoir créé la structure et donc d'avoir un dossier administratif complet, CABIS, compte bancaire, etc. Par contre, pour le lancement de la campagne de financement participatif, si la structure est encore en cours de création, il n'y a pas de souci. On peut lancer la campagne, mais dans le cadre de la loi anti-blanchiment, il faut, pour le déblocage des fonds, qu'on ait un dossier administratif complet et validé. Et donc, ça veut dire avoir créé son compte bancaire pour pouvoir accueillir les fonds. Donc, forcément, quand on crée le compte bancaire, la banque, elle va vous demander le CABIS et tous ces trucs-là. Donc, ça veut dire avoir un dossier administratif complet à faire valider. Donc, pas d'obligation d'avoir déjà créé sa structure au moment du lancement de la campagne, mais obligation de l'avoir créée et vraiment constituée, terminée au moment de recevoir les fonds. Merci. Dounia? Oui, moi j'avais une autre question, c'était par rapport au financement. Je sais qu'en général, il faut un pourcentage d'apport par rapport au prix. Et là, je me demandais, c'était quoi le pourcentage par rapport au montant qui pourrait être financé? Alors, on n'a pas, c'est une question très, très courante et effectivement importante à prendre en compte quand vous évaluez vos besoins et comment est-ce qu'ils vont pouvoir être financés. Traditionnellement, les banques demandent entre 20 et 30% d'apport personnel par rapport au besoin total. Dans ces apports personnels, le financement participatif peut être une manière de compléter ces apports-là, hein, même si le financement participatif par Zest n'est pas comptabilisé comme de l'apport en compte courant ou en capital. Mais en tout cas, ça peut être une manière de valoriser de l'apport supplémentaire. Également, je parlais des réseaux Initiative France et France Active qui réalisent des prêts d'honneur, donc des prêts personnels, qui peuvent être aussi une autre manière d'apporter de manière personnelle dans la structure et donc d'augmenter les fonds propres apportés. Donc voilà, grosso modo après, donc c'est pas des ratios qui sont figés, pas du tout. C'est vraiment pour donner une ordre d'idée de ce qui facilite en tout cas l'accès au crédit bancaire. Mais il ne faut pas que vous vous freiniez, enfin vous bloquiez plutôt lorsque vous avez des apports qui sont inférieurs à ça. N'hésitez pas justement à en discuter avec un conseiller professionnel pour voir déjà vis-à-vis de la situation en question, est-ce que ça peut être un point bloquant ou non? Et ensuite, si oui, quelles peuvent être des pistes pour débloquer la situation, soit en termes d'augmentation des fonds propres, soit peut-être d'ajustement par rapport aux besoins. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil, mais je vais quand même demander à Fred. Fred, est-ce que tu as une dernière question? Moi, j'en ai une si Fred n'en a pas. Non, Allez-y. je la laisse avec plaisir. On prend les deux dernières. Alors, on va bientôt avoir un rendez-vous particulier pour Antoine, je crois. C'est ça, c'est ça. Allez-y, les deux dernières questions. One to one. Oui, moi, j'aurais une question en fait pour clarifier le point qui a été évoqué tout à l'heure sur un peu l'accord, on va dire, de j'ai fait donc cette campagne de crowdfunding et je n'ai pas eu l'apport escompté et du coup, enfin voilà, comment est-ce que ça joue? En fait, ma première question, c'est de savoir quelles sont les attentes de vous, en tant qu'organisme bancaire, c'est-à-dire si par exemple on vient vous voir, donc vous avez parlé d'un prêt de 50 000 € tout à l'heure, en vous disant j'ai besoin de 50 000 €. Vous avez aussi parlé du besoin de réassurance pour les projets cosmétiques en particulier, du coup, et que le crowdfunding pouvait servir éventuellement de garantie. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez dire à la personne, OK, je préfère qu'on fasse un prêt de 40 000 € et que vous arriviez avec 10 000 € de crowdfunding? Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez demander ou en tout cas que vous appréciez si le porteur de projet vient en panachant comme ça? Et du coup, derrière, ça veut dire, OK, si ça veut dire que
il vaut mieux, puisque la question c'était est-ce qu'il vaut mieux considérer que c'est du beurre dans l'épinard, donc de ne pas en fait inclure ce besoin de crowdfunding à la base, et du coup vous demandez 50 000 en disant ok, si j'ai 10 000 sur le crowdfunding, tant mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux du coup panacher en disant j'ai besoin de 40 000 et je m'engage à avoir 10 000 sur du crow. Et si c'est ça, effectivement, qui est la solution préférentielle, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe concrètement si derrière, je reviens en disant j'ai collecté 8 000 euros, j'ai atteint mon objectif, mais ce n'était pas les 10 000 euros, ou alors je n'ai pas atteint mon objectif qui était de 10 000, j'en ai collecté 8 000. Donc, c'est deux questions en fait. Désolée, Fred. Alors, ouais, tout à l'heure, on parlait des différentes possibilités. Donc, soit d'abord passer par du crowdfunding, puis passer par de l'emprunt bancaire. Là, moi, tout à l'heure, je disais que dans le cadre d'activités de création de produits cosmétiques, c'était des étapes qui pouvaient être plutôt facilitantes pour l'accès au crédit bancaire. Néanmoins, dans le cas où elle serait réalisée de manière concomitante, et qu'il y aurait ce choix-là, que les montants collectés dans la campagne de crowdfunding seraient, mettons, dans l'exemple de 10 000 euros, et que finalement la campagne n'atteindrait pas ces montants-là. Alors, au niveau des établissements bancaires, vous pouvez tout à fait après réétudier, enfin, je dirais recalibrer ce qui a été collecté, et puis je dirais revoir si ce nouveau montant collecté peut bien permettre de lever les fonds comme précédemment avec 10 000 euros de campagne. Donc, je dirais sur une petite différence en fait entre 8 000 et 10 000 euros, enfin une petite, en tout cas sur peut-être que c'est une campagne c'est une belle campagne qui est réalisée, une campagne de 8 000 euros. Donc ça, c'est déjà un signe assez fort de réussite, d'intérêt, de débouchés commerciaux. Et la question se poserait, voilà, si la campagne plutôt atteignait 2 000 euros à la place de 10 000 euros, et donc la réussite de la campagne peut être un petit peu questionnée. Il y a d'une part, au niveau des financements, quid du coup des 8 000 euros supplémentaires qui devaient être financés par la campagne. Comment est-ce qu'ils vont être financés? Est-ce que le prêt bancaire peut être augmenté et prendre en charge cette partie-là? Donc c'est une hypothèse. Et dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce que oui, est-ce que non? Si c'est oui, ça permet d'avancer. Si c'est non, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et d'autre part, il y a la question de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la campagne. Est-ce que ça peut questionner sur le produit en lui-même? Et donc là, questionner après sur les échanges que vous avez avec votre conseiller professionnel de est-ce que le produit intéresse, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que vous avez besoin de temps supplémentaire avant de finalement lever des fonds et lancer une commercialisation comme vous l'aviez imaginé précédemment, alors que vous vous rendez compte que la campagne finalement n'a pas autant pris que vous le pensiez? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Après, il y a peut-être aussi un truc, c'est pour… Pardon. Non, j'allais dire pour… si vous voulez vous mettre votre banquier dans la poche, est-ce que vous n'auriez pas intérêt, par exemple, à lui dire je vais passer par le financement participatif à hauteur de 5 000 euros et vous mettre cet objectif minimum en essayant d'exploser le compteur. Comme ça, quand vous revenez vers lui, vous lui dites voilà, je vous avais annoncé 5 000, mais en fait, j'en ai 8 000. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça, mon cher banquier? Est-ce que oui ou non, tu es prêt à me financer? Est-ce que c'est bon pour toi? Ça peut être un truc peut-être un peu plus motivant. C'est sûr que si vous dites à votre banquier, je mets dans mon plan de financement une partie financement participatif, il va être très regardant à comment ça se passe et ça peut aussi lui faire se poser des questions sur la réussite prochaine et la confiance qu'il pourrait avoir en votre projet. Donc vraiment, c'est pour ça que moi, le conseil que je donne quand la question m'est posée, c'est de dire est-ce que vous n'avez pas le choix? Enfin, c'est pas un conseil, c'est une question. Est-ce que vous n'avez pas le choix et vous voulez inclure votre campagne dans votre plan de financement parce qu'il vous manque un morceau, auquel cas ça fait sens, et du coup, si c'est le besoin, il faut le faire. Ou est-ce que vous avez le choix et vous avez la possibilité de faire en sorte que cette campagne de financement participatif, ce soit le bonus. Ça vous permet de financer du matériel qui n'était pas inclus dans le financement bancaire. Ou ça vous permet de tester un produit sans que ce soit compris dans le calcul de votre plan de financement. Mon conseil à moi serait vraiment de faire en sorte que votre campagne ne dépende pas
ou ne pèse pas dans votre financement bancaire. Comme ça, vous en êtes complètement affranchi et vous pouvez vraiment vous consacrer à la communication. Après, personne n'a envie de rater sa campagne, hein, personne. Tout le monde a envie de réussir et d'exploser vraiment son compteur et d'envoyer des messages très positifs sur ça a pris, il y a beaucoup de mobilisation, on a reçu un paquet de dons, merci à toutes et tous, ça c'est clair et net. Mais s'il n'y a pas le regard du banquier sur votre campagne de financement participatif, vous allez sans doute sentir un petit soulagement qui, à mon avis, ne sera pas négligeable. D'où ma première question qui était, est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux arriver en disant j'ai besoin de 50 000 euros et en soi se dire si j'arrive à avoir 10 000 euros de crowdfunding en plus, tant mieux. Ou est-ce que les organismes bancaires demandent à ce qu'il y ait quand même une ligne crowdfunding sur le… En fait, du coup, c'était ça, en fait. La première question, c'était ça. Okay. Est-ce que ça veut dire… Okay. Eh ben, si, en fait… effectivement, il est plus facile de convaincre quelqu'un en disant sur les 50 000 euros, il y a 10 000 euros qui vont être apportés par ma communauté parce qu'elle me soutient, parce que les produits intéressent. Et donc, effectivement, ça va être plus simple d'aller lever les fonds dans cette situation-là. Néanmoins, comme le disait très justement Aurélie, ça vous met une épée de Damoclès sur la tête vis-à-vis de la réussite de cette campagne. Et c'est peut-être… alors, c'est à vous de sentir aussi comment est-ce que vous arrivez à bien évaluer votre capacité à la réussir. Si vous êtes certain de réussir cette campagne de 10 000 euros, que c'est sûr que vous avez déjà, avant même de mettre la campagne sur Internet, un certain nombre de personnes qui vous ont dit moi, je suis prêt à mettre tant, et pourquoi pas. Et même, justement, c'est une manière de montrer que, d'une part, vous levez les fonds, d'autre part, que votre projet est mobilisateur. Si par contre c'est très incertain, ça va d'une part conditionner votre capacité à lever les fonds bancaires. La réussite de votre campagne va conditionner votre capacité à lever les fonds bancaires. Et donc, un échec sur la campagne impliquerait du coup un échec de la campagne et des difficultés après pour lever les fonds bancaires. Donc, à vous de voir comment est-ce que, si vous êtes certain, comptabilisez-la. Si vous avez quelques doutes, je conseillerais de la conserver comme du plus pour vous dans vos financements. Super, merci beaucoup. À toi, Fred, tu vas poser la dernière question. Si tout le monde… Non. Moi, c'est plutôt une réflexion en même temps qu'une question parce que d'abord, je trouve ça très original qu'une banque ait pensé à faire un crowdfunding, enfin, un élément comme Zest. Déjà, je trouve ça particulièrement original et intelligent. Et moi, je pense que c'est un moyen pour des entreprises qui créent des cosmétiques de prouver à son banquier qu'il y a un marché. Parce que qu'est-ce que je viens faire avec un prévisionnel dans lequel je vous dis je vais faire 100 000 euros alors que mon produit n'est pas existant et que vous n'êtes pas forcément une femme et donc vous ne savez pas si vraiment cette crème, elle est formidable. Donc, je pense que justement, le fait de passer par un crowdfunding, enfin, un participatif avec Aurélie par rapport à un marché nouveau, il y a beaucoup de gens sur le LMCE qui sont comme cela, où il y a un produit nouveau, un marché nouveau, pas encore distributeur. Qu'est-ce que vous allez leur prêter 50 000 euros s'ils n'ont pas 50 000 euros à passer une maison en garantie? Personne ne financera ça à 50 000 euros. Par contre, si on dit, écoutez, voilà, il y a un marché, c'est un vrai produit de rupture, moi j'y crois, je fais une opération avec Aurélie à hauteur de 5 000 euros, 10 000 euros pour vous montrer que mon étude de marché, elle est basée sur quelque chose de réel, ça, je trouve ça particulièrement pertinent et je trouve ça encore plus pertinent que la NEF fasse un produit comme Zest, si vous me permettez, hein, juste un petit commentaire. Et ouais, double pouce et c'est cohérent et c'est pour ça qu'on tenait vraiment à faire cette réunion et on est content. Merci pour ta réflexion, Fred. Oui, merci pour ce retour. Je vous laisse le mot de la fin, Antoine et Aurélie. Oui, moi je voulais juste déjà vous dire un grand merci pour ces questions intéressantes, super ciblées. On sent bien que vous êtes à fond dans vos projets respectifs et que vous êtes vraiment en train de penser à tout organiser. Et du coup, pour ça, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On va vous envoyer nos supports respectifs. Antoine pour celui de la NEF et moi pour celui de Zest. On se tiendra à votre disposition. Vous aurez
nos adresses mail respectives, une petite question ou une demande de rendez-vous et on échange plus longuement par téléphone avec grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai été dans le tour de table assez impressionné par la qualité des projets des uns et des autres. Du coup, je tenais à le souligner. Et puis, n'hésitez pas, donc, vous aurez mes coordonnées, à me contacter, ne serait-ce que si vous avez une question par rapport à ce dont on a discuté aujourd'hui ou un besoin de financement. Même si c'est en dessous de 50 000 euros, comme je vous disais, on a des partenaires vers qui après, nous, on peut vous réorienter. Et comme on a un peu cette connaissance du tissu des financeurs, voilà, ça, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter comme porte d'entrée pour potentielle haute structure du financement. Super. Merci beaucoup. Merci Aurélie, merci Antoine pour votre intervention. Merci à tous pour votre participation. Vous aurez les contacts. La présentation sera mise en ligne également. On va continuer à essayer de vous donner un aperçu ou un panorama des acteurs. Si vous souhaitez qu'on organise une rencontre avec d'autres personnes, vraiment, sollicitez la Maison de la Cosmétique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois, à vous souhaiter une très très bonne journée et bon appétit si vous allez déjeuner. Et à très bientôt en ligne. Merci à vous pour l'organisation. Au revoir. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Vous aussi.